mais vraiment les exemples sont de transport et tout ça. Et tout ça dans une précision, avec le souci de perfection et en même temps le fait d'arriver vraiment à une sorte de confort dans l'utilisation des choses. Je dis des choses parce qu'il y a plusieurs exemples qui me viennent à l'esprit. Dernier point pour arriver à ma dernière partie, c'est que ce qu'on voit, moi ce que j'ai vu, ce que j'ai conclu au bout de 2 ans, de 2001 à 2003, puisque après, pendant 5 ans, je suis reparti au Japon, mais pour des durées des séjours plus courts. Ce qu'on peut faire comme bilan de constatation, d'observation et non pas de recherche académique, c'est que les Japonais ont réussi ce que peut-être certains pays n'ont pas réussi, c'est le mariage entre tradition et modernité. C'est une synthèse heureuse qu'ils ont réalisée. Ils ont pu garder à l'intérieur une sorte de référence à la tradition et à l'extérieur une référence à la modernité. Donc, une dernière anecdote par rapport à cela. Je devais ouvrir un compte à la banque pour recevoir mon traitement de l'université. Donc, je me présente avec un interprète au guichet de la banque. La dame me met le même formulaire en japonais, mais bon, je signe, etc. Et à un moment donné, la dame regarde, me dit, mais en japonais, l'interprète traduit, me dit, mais non, mais il ne faut pas signer, il faut utiliser votre sceau personnel, le sceau. En japonais, c'est inkan. Et l'interprète me dit, je n'ai pas de sceau personnel. Je dis, ben non, vous ne pouvez pas ouvrir un compte, les transactions, un certain nombre de choses administratives se font uniquement par le biais du sceau, qui est un sceau personnel, répertorié, enregistré à la mairie, et qui est unique dans tout le Japon. Il faut le faire fabriquer chez un artisan inkan. Donc, on suspend mon dossier, je repars, et puis l'interprète vient avec moi. Il faut transformer la prononciation de mon nom de famille en une sorte de kanji, ressemblant, une idée. Donc, l'artisan m'a demandé qu'est-ce que signifiait mon nom. Est-ce que, et après tout de suite, il m'a présenté plusieurs modèles. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que ça veut dire sauver de la nature? L'autre, ça veut dire le coucher de soleil en méditation, etc. Et tout ça, c'est unique, hein, c'est des pièces uniques. Et puis, je choisis et je commande. Et il me dit, bon, vous revenez dans 3 jours, c'est prêt. En 3 jours. 3 jours plus tard, j'y arrive, je récupère mon inkan et je vais à la banque. Et quand la dame voit mon inkan, elle sourit, elle m'offre un sourire très large et mon compte est ouvert. Et elle me précise, désormais, à chaque fois que vous voulez faire une transaction ou faire un chèque, ou si vous allez à l'hôtel, ou si vous signez des choses formelles et officielles, vous devez mettre votre inkan et non pas votre signature, parce que signature, ça ne fonctionne pas ici. Donc, ça m'a énormément intrigué. J'ai un peu étudié l'histoire de ces inkan. Ça, c'est les samouraïs et les seigneurs dans la période féodale, et même certains sujets avaient leur sceau personnel. Et ça s'est généralisé plus tard. Et malgré la modernité, les sceaux existent toujours. Donc, c'est un objet artistique extrait, j'ai oublié de vous l'apporter, très raffiné, avec un bois très spécial, et puis c'est un plaisir de le mettre sur un papier, du papier blanc, parce que c'est tout un symbole, toute une série de réflexions et de références au monde ancien. Oui, rapidement, les autres aspects avant de vous montrer quelques photos. Les châteaux sont extrêmement intéressants à visiter au Japon. Ces aspects sont davantage des aspects touristiques. J'ai réussi à en visiter plusieurs, notamment dans la région d'Osaka, à Kyoto, la ville légendaire, et puis à Nara, l'ancienne capitale. Les jardins zen,
extrêmement reposant. Vous en avez un petit exemple ici à Montréal. Les temples bouddhistes et shintoïstes aussi sont des lieux de réflexion et d'observation du peuple, comment ils se comportent, comment ils pratiquent leur religion. Les geishas, on en voit surtout à Kyoto, maquillés, etc. Contrairement à ce qu'on peut penser, les geishas ne sont pas... dans l'imaginaire occidental, les geishas, c'est l'équivalent des call girls, mais ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont des artistes qui animent les soirées avec la musique, avec des anecdotes qu'elles racontent dans un langage raffiné, littéraire du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, il faut maîtriser la musique, l'art de compter, et puis la langue. Et pour être formé, elle passe plusieurs étapes, et ça dure beaucoup d'années. Il y a un film qui s'appelle justement Geisha. Je sais pas si, moi je l'ai vu, évidemment il y a des éléments intéressants dedans, mais sachez que il ne faut pas confondre les geishas avec leurs équivalents imaginaires en Occident. La cérémonie du thé. La cérémonie du thé aussi, c'est une cérémonie intrigante, avec beaucoup d'aspects rituels, et puis à la fin, il y a le silence qui rythme justement cette cérémonie. J'ai été convié à un certain nombre de ces cérémonies-là pour observer. Et puis je me suis rendu compte qu'il y a tellement d'aspects hermétiques qu'on ne peut pas tout comprendre. Mais en gros, on célèbre une boisson ancestrale qui contient des éléments pour notre santé. Je vous rappelle que les Japonais l'espérance de vie au Japon est le plus élevée dans le monde entier. Les hommes vivent jusqu'à... La moyenne d'âge, c'est 85 ans, et les femmes, c'est 87 ou 88. Et on dit que c'est grâce au fait qu'ils boivent systématiquement du thé vert. Miyajima, c'est une île près de Hiroshima, que j'ai plusieurs fois visitée, et vous allez voir un certain nombre de photos. Miyajima aussi est considéré comme l'un des patrimoines culturel classé par l'UNESCO. Fujiyama, c'est la fameuse montagne, et le sumo, effectivement, que vous connaissez un peu. Et puis, enfin, pour terminer, Hiroshima et la cérémonie du 6 août. Le 6 août, c'est le jour où le bombardement a eu lieu, et comme j'étais à Hiroshima, j'ai assisté à cette cérémonie, très émouvant, très bien organisée, mais je n'aurai pas le temps peut-être de vous en parler, sauf s'il y a des questions, mais j'ai convoqué quelques photos, j'espère qu'on aura le temps, je ne sais pas combien de temps il me reste. Plus beaucoup. D'accord. Est-ce qu'on peut quand même voir quelques photos? Oui, oui. D'accord. Donc avant de conclure, on va voir quelques photos rapidement. Au fur et à mesure, j'essaie de vous expliquer. Ça, c'est à Miyajima, l'île de Miyajima. C'est une sorte de portique shintoïste et qui est un lieu de pèlerinage. Vous allez voir, il y a des marées hautes et marées basses. Tout de suite après, il y a des forêts environnantes. Ça, c'est juste pour vous montrer un peu les couleurs, le jeu de couleurs. Et c'est mois de novembre. Nous sommes au mois de novembre. Je vais aller plus vite pour dire que ce n'est pas uniquement à Montréal qu'on voit ces érables rouges, extrêmement raffinés et beaux. C'est comme un tableau. On est à peu près à 20 km de la ville d'Hiroshima. Ça, c'est une sorte de pagode, un lieu, disons, une petite temple. Cérémonie de 6 août à Hiroshima. Les gens se recueillent, écoutent les différentes parties de la cérémonie dans une sorte de silence religieux, très discipliné. Il y a un chœur qui chante. Ça, c'est le bâtiment qui est resté debout après le bombardement. Ils l'ont conservé comme ça. C'est devenu le symbole d'Hiroshima. Vous voyez, de loin, il y a beaucoup de touristes qui visitent ça. Il y a beaucoup de cartes postales qui montrent ça.
Et ça, une vue sur le Hiroshima moderne, reconstruit.